je vais vous traiter de la consommation des glands, donc la balanophagie, des glands de chêne évidemment, dans les sociétés anciennes. Alors, il y a eu une petite présentation tout à l'heure, on a cité Georges Dricourt, ça m'a fait plaisir parce que je l'ai rencontré lorsque j'étais étudiant, donc il y a déjà quelques années, et donc c'était toujours une conversation très agréable d'avoir avec lui, évidemment, sur différents aspects. C'était un puits de science et donc ça renvoie à ma formation et tout ce que j'ai pu apprendre grâce à ces contacts que j'ai eus au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Donc là, on va passer à la suivante, si on peut. Merci. Donc, une présentation qui va traiter donc la consommation des glands. On va voir des aspects archéologiques et puis évidemment, j'ai aussi mêlé quelques données ethnologiques qui vont de pair et qui font référence d'ailleurs à la présentation, je ne sais pas si vous l'avez entendu, de Luc Jalot tout à l'heure, sur nos travaux interdisciplinaires et croisés. Donc, comme c'est indiqué sur la diapositive, en 1997, Olivier Orange publiait La balonophagie, mythe ou réalité. Il fallait encore démontrer à l'époque la consommation des glands. Et quand je fais certaines interventions, notamment dans le milieu grand public, c'est un petit peu plus passé dans le milieu archéologique et ethnologique, on me demande toujours si vraiment c'est consommable, les glands, si c'est pas toxique et comment on peut faire pour les manger et quelles sont les façons de les préparer et de les consommer. Mais en 97, on se posait la question, mais alors déjà toute une série de travaux, notamment Marcel Coquillat en 1959, donc quelques années avant, la question ne se posait plus, c'était déjà accepté les glands dans l'alimentation humaine des hommes préhistoriques. Donc on avait déjà toute une donnée de référence sur ces aspects-là, puisque c'est des restes qu'on retrouve en abondance dans les milieux archéologiques, au moins depuis le néolithique. On en a quelques exemplaires au mésolithique, un petit peu moins chez nous, mais plus au Moyen-Orient et voire au paléolithique, en Espagne également. Suivante, s'il vous plaît. Ah, il y a un bouquet qui est caché. Donc, les glands sont en fait effectivement toxiques pour l'homme parce qu'ils sont chargés en tanin. Tanin, qui est une molécule qui, comme on sait, sert à tanner les cuirs, à les protéger de la putréfaction. Donc, lorsqu'on consomme des glands de cette façon-là, sans les traiter, on a quelques petits problèmes de digestif, puisque ça tanne la paroi interne du tube digestif et on peut s'intoxiquer fortement, mais en consommant de grandes quantités de ces glands et de façon régulière. Donc, les molécules du tanin sont synthétisées par les végétaux, comme je disais, pour repousser les herbivores. C'est une défense parce que ça a un goût amer, donc ça évite que beaucoup d'animaux ne mangent les glands qui servent effectivement, puisque ce sont des fruits, des graines, à la reproduction des arbres. Mais, alors, comme vous le savez, les sangliers, les porcs en raffolent et ils ne souffrent pas du tanin et c'est quelque chose d'important dans leur alimentation. On verra quelques exemples tout à l'heure. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la toxicité des glands, donc le taux de tanin, varie en fonction des espèces de chênes. Et on verra qu'il y a des espèces qui ont des glands doux. Et il y a des années où la toxicité est plus forte que d'autres. Vous m'entendez bien ou ça pose pas de problème? Oui. C'est bon? D'accord. Donc la toxicité varie en fonction des années, du climat. Et puis même de chaque individu. J'ai rencontré des gens qui avaient l'habitude de faire des pains de glands et qui me disaient qu'ils avaient testé différents chênes en Dordogne et que certains avaient des glands plus doux que d'autres et qu'ils pouvaient les manger. Ils grignotaient quand ils faisaient des balades en forêt directement au moment de leur production à l'automne. Donc c'est assez variable. Et puis en plus, la consommation des glands, qui on verra est riche en différents éléments nutritifs, est facile parce qu'on peut très facilement éliminer le tanin. Il y a plusieurs méthodes très simples, notamment la chaleur qui détruit le tanin. Donc il suffit de les griller un petit peu ou de les passer dans une eau chaude parce qu'ils sont solubles dans l'eau. Et on peut faire chauffer les glands dans de l'eau. L'eau se colore très rapidement en marron foncé, c'est la couleur du tanin, et il suffit d'éliminer ces eaux de cuisson, ces différentes eaux de cuisson, pour éliminer le tanin et avoir des substances tout à fait consommables. Suivante. Donc, on a aussi
toute une série de textes dans les périodes anciennes, notamment des textes grecs et latins, qui mentionnent la consommation des glands. Donc, on avait déjà toute une source d'informations. Ça fait référence à les premières diapos. Donc, on savait que dans les périodes anciennes, les populations consommaient des glands. Et puis, s'ils avaient un petit peu regardé dans les données plus récentes, on verra tout à l'heure, on a aussi la consommation dans des périodes de disette. Donc, on a toute une série d'informations sur le fait que les glands étaient récoltés et consommés par les humains. Ils sont, dans les textes latins, ils sont renvoyés surtout à ce qui s'appelle la période de l'âge d'or, c'est-à-dire avant le développement de l'agriculture, quand les hommes vivaient dans la nature et un petit peu une sorte de paradis. Et c'était la nourriture des hommes de cette époque-là. Donc, on a différents textes d'Ovide, de Pline qui renvoient à ce système. Et puis, on sait par certains auteurs que dans des endroits bien particuliers, notamment au Portugal et en Espagne, on a des mangeurs de glands ça les a un petit peu surpris, mais effectivement, ils consommaient encore des glands, notamment dans les montagnes du Portugal, d'après Strabon, donc au 1er siècle après notre ère. Suivante. Petit rappel, donc effectivement, les glands, donc, pourquoi c'est intéressant pour la nourriture? Parce qu'ils contiennent des protéines, ils sont riches en amidon, hein, comme le blé, et donc riches en glucides aussi, des sucres, et en lipides. Donc c'est assez complet comme source alimentaire, et en plus, il y a des vitamines, donc des acides gras, différents sels minéraux également. Donc, ils ont une valeur comparable à celle des céréales. Et vous voyez des exemples de pain préparé, pain entre guillemets, pain au sens large, on en reparlera tout à l'heure, de ces pains préparés à partir de farine de gland suivante, qui donne effectivement quand même une couleur sombre au pain, qui rappelle un petit peu le pain de seigle dans sa couleur, mais pas du tout dans son goût. Suivante. Alors, les sources ethnographiques sont abondantes, hein, donc je ne vais pas les documenter, les citer toutes, mais donc j'ai fait une petite recherche, on en trouve notamment dans différents endroits, en Sardaigne, en Pologne, en Afrique du Nord, au Kurdistan, au Louristan, en Californie. Il y a donc une consommation très, très documentée dans les données ethnologiques. Et donc, en plus, les chênes et les glands sont quand même assez abondants dans les forêts d'Eurasie notamment, et d'Afrique du Nord, d'Afrique du Nord également, et aussi d'Amérique du Nord. Et c'était donc des sources alimentaires très importantes, faciles d'accès, et qu'on peut récolter et conserver, récolter en grande quantité et conserver facilement. Donc, ce qui est intéressant avec ces sources, c'est qu'ils nous donnent la chaîne opératoire. Donc, en général, on écrase après avoir écalé les glands, c'est-à-dire enlever la peau, si vous voulez, un petit peu comme les châtaignes. On les écale, donc on les broie en général avec des mortiers. Une fois qu'on a éliminé le tanin, donc mortier avec des pilons, des mortiers, donc les systèmes classiques pour écraser. On fait des préparations sous forme de bouillie, de galettes pain, donc ça, c'est ensemble. De la boisson également, on fait des bières de gland, on peut encore en boire actuellement plus ou moins dans certaines régions, on verra ça aussi tout à l'heure. Et puis, ils sont cuits, donc ces glands, ils sont cuits en pot et sur des pierres ou sur des sols de four, directement au four, donc différents procédés. Il faut savoir que les glands ont également des usages médicaux qui ont été à la fois exploités dans les périodes ethnologiques historiques, mais aussi évidemment dans les périodes anciennes. Et notamment, on utilise les glands pour lutter contre la diarrhée, la dysenterie, parce que ça permet donc de tanner un petit peu quand même notamment l'intestin et d'éliminer les problèmes liés à des diarrhées. Elles peuvent servir aux hémorragies, donc toute une série de choses aussi, comme je vous ai mentionné. Donc surtout les troubles de l'intestin, et en détention, c'est des vertus énergisantes. Donc ça redonne, parce qu'il y a du sucre, donc une tonus, ça redonne une force, donc ça permet de lutter aussi contre les maladies. Suivante. Donc, on a des données historiques récentes, comme je disais, hein, donc à la fois de l'aspect de la consommation à l'époque médiévale, à l'époque moderne, et puis même à l'époque contemporaine. Donc, on a là, dans ces périodes-là, le gland en général, quand il est consommé, c'est surtout pour pallier les problèmes de disette.
il est consommé dans ces moments difficiles et on va se retourner vers la consommation ancienne qui était conservée en mémoire. On va les récolter et notamment dans ces périodes de disette, et on va les consommer. Vous avez différents cas, je vous ai cités. Et puis, on a en revanche certaines parties, notamment d'Europe, qui ont conservé la consommation des glands jusqu'à des périodes contemporaines, donc au moins jusqu'au XXe siècle. C'est notamment le cas en Pologne. Et donc, on a même eu des glands qui étaient vendus sur les marchés d'Afrique du Nord, donc en Kabylie, parce qu'il y avait la consommation de glands de chêne doux, de chêne vert à glands doux, donc naturellement doux, qui n'ont pas de taux de tanin qui soit toxique, qui soit pas comestibles par l'homme. Donc on les récoltait, on les vendait et on faisait différentes préparations donc en Kabylie, donc jusque dans les années 60-70. Je n'ai pas trouvé si ça continuait encore actuellement. Et puis, donc, en archéologie, comme je l'ai expliqué au début, c'est très répandu, la découverte de glands dans les restes archéologiques, c'est fréquent. Donc, depuis au moins le néolithique, avec différents sites, on en a des concentrations assez importantes, et jusqu'à le premier âge du fer, c'est-à-dire vers 500 avant notre ère. Après, le gland se raréfie et disparaît, et on verra qu'est-ce que ça sous-entend, cette disparition progressive, et c'est éventuellement une substitution du gland par rapport à un autre aliment. Suivante. Donc, on a toute une série d'iconographies aussi qui montrent que le gland, évidemment, était connu et était utilisé dans les représentations. Et comme vous savez, c'est un symbole de pouvoir. Là, vous avez, par exemple, une couronne sorte de prince donc en or, qui a été trouvé en Macédoine, donc qui date du IVe siècle avant notre ère et qui montre la couronne de chêne avec ses feuilles et ses glands bien représentés. Suivante. Et puis, vous avez même des monnaies où on montre, par exemple, l'empereur Caligula qui est ceint d'une couronne avec des feuilles de chêne et de laurier. Et puis, sur le revers, vous avez toute une série de décors qui montrent effectivement la récompense traditionnelle décernée par le Sénat romain de ceux qui donc contribuent à sauver l'État, les citoyens. Donc, c'est une offrande particulière, c'est une marque de dévotion importante qui est réalisée dans les périodes antiques notamment et qui perdure encore de nos jours. Suivante, puisque vous avez là, par exemple, la représentation sur les képis des généraux de ces glands de chêne qui représentent la force, la puissance, notamment, et qui marquent effectivement la reconnaissance de l'État envers notamment là, ces illustres participants qui sont des militaires. Suivante. Les restes archéologiques, voilà quelques exemples. Alors, vous avez des glands qui sont des cotylédons, c'est les deux parties qui sont séparées. On les retrouve très souvent carbonisés, c'est notre mode de fossilisation privilégié, particulier dans les restes archéologiques, puisqu'on a très peu de chances de retrouver des restes non carbonisés. C'est 99,9% des restes qui sont carbonisés sur l'ensemble des sites archéologiques. Il n'y a que les sites en Europe occidentale qui sont en milieu humide, comme les palafites, les cités lacustres, les bords de rivières et autres, les latrines, qui peuvent livrer des restes non carbonisés. Mais ces gisements sont plus rares, alors que la majorité des sites archéologiques sont en milieu sec, et dans ces milieux secs ne se conserve que ce qui est carbonisé. C'est un peu un paradoxe, parce que c'est le feu qui a assuré la conservation. Le feu est normalement un élément qui détruit, destructif, mais pour l'archéologue, c'est un bienfait. Ça permet notamment la conservation de la matière organique, parce que tout ne disparaît pas en feu, sous forme de cendres et de fumée, mais il y a une sorte de transformation sous forme de l'équivalent de charbon de bois qui s'opère, et ces restes carbonisés acquièrent la capacité de résister parfaitement sur des millénaires. On les retrouve, comme vous voyez ici, en assez bon état,
et ça permet une identification. Et malheureusement, sur les glands, à partir des restes de fruits, à partir de cotylédons, l'identification spécifique à l'espèce, parce qu'il y a différentes espèces de chênes, n'est pas possible. Donc, on n'est pas arrivé, on a essayé, on a fait différents tests, mais on n'est pas arrivé à préciser, à partir donc, des restes carbonisés, la nature des chênes qui ont été récoltés. On peut simplement dire gland de chêne. Alors, bon, vous avez des exemples où on retrouve des cotylédons entiers, parfois les deux cotylédons assemblés, mais sur la partie gauche, vous voyez la façon dont majoritairement on retrouve les restes, qui sont des restes fragmentés, mais il a des caractéristiques suffisamment nettes qui nous permettent de les identifier assez facilement. Suivante. Donc, je vais reprendre un petit peu la chaîne opératoire sur l'ethnographie. Donc, la cueillette est pratiquée, en moins en tout cas, et c'est une source d'information donc très importante, sur les Indiens de Californie centrale, donc les travaux de Testard, donc pratiquée par des hommes qui montent aux arbres et frappent les branches. Les femmes les ramassent les glands au sol et les transportent au village dans des paniers. Le stockage est assuré directement après séchage, parce qu'il faut mieux faire sécher les glands pour éviter qu'ils ne germent notamment, qu'ils ne pourrissent aussi. Donc, on a un stockage très rapide, puisque ce sont des fruits secs, donc c'est assez facile de les stocker, même en grande quantité, ça ne pose pas de problème. Et on les dépose dans des greniers. Et puis, la préparation alimentaire se fait au fur et à mesure des besoins. Donc, évidemment, donc, par exemple, de façon quotidienne pour ceux qui en consomment de façon courante. Donc, en premier lieu, c'est l'écalage, hein, donc c'est enlever la peau qui n'est pas consommable, et puis donc l'élimination de l'acide tannique notamment, ils font un broyage et ils font un lessivage. Ils laissent tremper notamment. Il y a deux possibilités, un sac rempli de glands broyés dans des rivières et avec l'eau de circulation de la rivière, ça nettoie au fur et à mesure le tanin, ça l'élimine et on récupère au bout de, par exemple, quelques jours, les glands, le sac de glands, et ils sont tout à fait comestibles, ou alors ils font des lessivages, des trempages, et donc ils obtiennent des restes qui sont comestibles et qu'ils peuvent préparer. Suivante. Le broyage est réalisé dans un mortier de pierre ou dans un trou, simplement un trou creusé dans le sol. Donc c'est assez simple au niveau des restes. Et il y a aussi des pierres plates qui peuvent être utilisées, qui rentrent dans la préparation. Et la farine est déposée dans une couche de sable sur un treillis et on y verse de l'eau. Donc ça permet aussi déjà, en plus, d'éliminer le tanin. La cuisson se fait directement sur le feu, soit dans des paniers imperméabilisés pour faire une bouillie chauffée à lait, ou à l'aide de galets portés au feu. Suivante. Donc, pas besoin de poterie, c'est très simple. Alors, quelques images des Indiens américains. Donc, la récolte avec ces paniers, ces hottes qui rappellent un petit peu les hottes de vendange. Suivante. Voilà ces systèmes très, très simples pour broyer les glands, donc avec ces cupules, ces cuvettes de broyage dans la roche, donc avec un schéma classique de la femme, comme on retrouve assez fréquemment, qui broie et qui meule les restes. Et donc ça laisse quelques témoignages. On peut retrouver là en archéologie ce genre de choses. On en verra un exemple. Suivante. Et donc, vous voyez différents éléments, et c'était une percussion lancée, c'est-à-dire qu'on frappe pour écraser les glands. C'est une petite différence suivante avec notamment les suivantes, s'il vous plaît. Voilà, donc un détail avec la percussion lancée suivante. Donc, une différence avec le broyage des céréales, où on fait une percussion plutôt en va-et-vient ou en rotation, donc il n'y a pas de percussion lancée pour la consommation, la réduction du moins des glands en farine. Là, vous avez des exemples archéologiques, nous sommes au néolithique final, au chalcolithique, alors on dit néolithique 4 maintenant, donc fin du néolithique, donc nous sommes en Corse dans différents sites, et notamment c'est très bien marqué, toutes ces cuvettes, notamment au Monte Lazzo,
qui est donc en Corse, de broyage qui sont interprétés comme étant des possibilités de broyage des glands ou notamment des céréales. Comme il n'y a pas eu d'études de tracéologie, je ne sais pas si c'est encore vraiment possible, puisque ça fait des années et des années que ces restes sont à l'air libre, si c'est encore faisable de les étudier, de savoir éventuellement à quoi ils ont servi. En tout cas, vous voyez l'abondance de ces cuvettes de broyage et donc toute une palette d'éléments qui sont broyés, peut-être différents éléments dont on ignore la nature. Mais en tout cas, c'est assez présent et on en a à différents endroits. Suivante. Donc, traces de percussion lancées, donc quand on a des restes qui sont mieux conservés. Donc, sur ces cuvettes de broyage, et donc est peu employée pour la mouture des céréales, comme je disais, mais elle est adaptée plutôt au broyage des glandes. Donc, voilà un autre cas, la photo pour moi est petite, mais c'est Cucurugiu, c'est un autre site, cette fois de l'âge du bronze en Corse, où on a aussi des rochers qui portent ces cuvettes de broyage et on a retrouvé, j'ai fait une étude dans le site des restes de glands, notamment donc, qui vont dans le sens de l'obtention d'une farine de glands suivante, de la consommation des glands. On a toute une série de cupules aussi qui sont difficiles à interpréter. Alors, vous en avez des exemples en Haute-Loire. Est-ce que c'est utilisé, par exemple, pour broyer des glands, pour autre chose? Il y a peut-être des aspects symboliques aussi qui sont représentés. Ça n'a pas été suffisamment étudié, mais donc sachez qu'il existe ce genre de choses et qui sont peut-être liées à donc à la fois des consommations, mais peut-être aussi d'autres aspects peut-être rituels plutôt dans différents aspects. Suivante. La préparation et la cuisson du pain de gland, donc vous voyez donc, ce que je vous disais, donc, puis préparé en Inde chez les Indiens donc, de Californie dans des paniers. Suivante. Et suivant, oui. Donc on obtient des restes, par exemple des restes archéologiques. Là, vous avez ici 2 cas qui proviennent de Chalin. Ce sont ce qu'on appelle, non, suivante. Voilà, merci. Ce sont ce qu'on appelle vulgairement des caramels alimentaires. C'est les photos où le fond est rosé. Donc vous avez, alors je ne sais pas si j'aurai non, je n'ai pas la possibilité de montrer, mais enfin, vous reconnaissez un petit peu des formes à l'intérieur. Ce sont des cotylédons de gland qui sont plaqués le long de la paroi. C'est-à-dire que ce sont des restes de préparation alimentaire, en l'occurrence de bouillies de gland, qui ont été conservés sur l'intérieur des poteries, dans le cadre des préparations, et qui sont le long donc, des parois internes qui donc sont conservés en plaquage sur ces parois. Donc c'est ce qu'on appelait avant les caramels alimentaires. Et donc ces restes montrent qu'effectivement on a bien la préparation de bouillies de gland qui était réalisée dans les périodes ici, donc du néolithique au final également, 2500 ans avant notre ère. Alors la photo noir et blanc de la poterie entière, c'est un autre, ça vient de Suisse, c'est un autre type de reste, mais c'est l'équivalent. Donc vous voyez à l'intérieur cette espèce de petite granulat qui est sur les parois internes, c'est un caramel alimentaire aussi conservé, mais c'est pas du gland cette fois, c'est une bouillie de millet, une préparation de bière de millet, mais c'était pour vous montrer la façon dont on peut retrouver ces restes archéologiquement, donc accrochés encore aux parois internes des poteries. Suivante. Et puis, on a quelques témoignages de préparation à Changy-sur-Marne, donc en Seine-et-Marne. On est cette fois à l'âge de transition bronze final, premier âge du fer. Et on a des aires de grillage qui ont livré des glands, donc on a pu préciser qu'ils étaient cuits sur des plaques de pierre recouvertes d'argile, donc des sols classiques dans les périodes anciennes, des fours plats au sol, et qui étaient aussi cuits à partir de pierres chauffées, donc des sortes de galets qui étaient déposés dans des foyers, qui étaient sortis des foyers sur lesquels on plaquait la pâte à cuire, parce que les galets conservaient la chaleur, donc ils étaient réfractables, ils conservaient la chaleur qu'ils avaient emmagasinée dans le foyer et on cuisait la pâte directement sur ces galets chauffés. Comme vous voyez ici, c'est les exemples de Charavine, des dessins d'André Huot qui montrent ce genre de procédé, là peut-être plutôt pour des farines de
de blé, puisqu'on a d'orge, parce qu'on a travaillé sur ces pains, entre guillemets, retrouvés dans ces ensembles, mais qui montrent qu'on avait à peu près l'équivalent qui était réalisé pour sans doute des farines de gland, puisqu'on a retrouvé dans ce site de Chanzy-sur-Marne toute une série de glands qui vont dans ce sens-là. Suivante. Alors ça, ce ne sont pas des pains de gland, mais c'est pour vous montrer des restes archéologiques où on a encore le galet qui a été donc chauffé, sur lequel on a plaqué l'argile à cuire, pas l'argile, la pâte de pain à cuire, et qui a même sur les photos de gauche conservé encore donc une impression de la pâte qui s'est carbonisée parce que ça a trop cuit sur la partie du galet, donc c'est encore accroché. Donc vous voyez, c'est un témoignage de ce procédé. Donc ces restes n'ont pas été étudiés, on ne connaît pas la composition des pains, mais ça peut être enfin de la pâte en tout cas qui était plaquée sur le galet. Ça peut être donc évidemment des céréales ou ça peut être des glands. Et puis là, je vous ai mis deux exemples donc de restes qui montrent aussi cette fois la réalisation finale, le pain qui malheureusement s'est carbonisé aussi, qui était trop cuit, mais on a en négatif l'impression du galet qui a permis de les cuire. Suivante. Voilà, je vous parle d'un autre procédé, donc une découverte cette fois, nous sommes en Espagne, nous sommes à l'âge du fer, hein, donc sur un site qui est occupé, c'est une petite tourelle au sommet d'une petite monticule, mais c'est donc une construction en pierre classique de cette période, donc 6e, 4e siècle avant notre ère. Donc, suivante, on a eu la chance d'avoir toute une série d'informations sur une sorte de cuisine à l'intérieur de ce bâtiment. Donc, vous voyez, il y a une banquette, il y a une trace de poteau au milieu pour supporter la toiture, qui était une toiture classique en rond. Et sur le côté, on avait non seulement un métier à tisser, donc un aspect artisanal, et puis un four qui a été assez bien conservé et dans lequel on a pu faire des études suivantes. C'est un four qui était constitué d'un dolium, c'est un grand vase, vous allez voir sur la photo suivante à quoi ça ressemble. On a réemployé ce grand vase qui normalement sert plutôt à conserver des céréales, de l'huile ou du vin, aussi utilisé pour la vinification, et qui en fait a servi de four à dôme. Il y avait une sole à l'intérieur, donc un système pour déposer des braises et faire cuire comme dans un four à pain traditionnel. Et on a retrouvé des éléments intéressants dans ce four. Une étude a été faite en microscopie électronique et balayage. Ils ont pu déterminer qu'il y a eu des grains d'amidon, de glands qui ont été conservés. Donc, il y avait des préparations à base de glands qui étaient réalisées dans ce four. Alors, ce qu'on ne sait pas, et c'est les deux cas d'illustration, si ce sont des pains, comme en haut, vous voyez une petite masse grisâtre qui est blanche, plus ou moins allongée, plus ou moins plate, qui correspond à un pain, ou alors si c'était des bouillies de glands qui étaient cuites dans ce four. Suivante. Voilà les grands vases qui peuvent faire pour l'époque romaine jusqu'à 1500 litres, qui ont servi donc pour la vinification, pour la conservation de l'huile d'olive et autres, suivantes, donc différentes tailles, différentes formes. Là, les grains d'amidon, donc observés au microscope électronique et balayage. Et donc là, on a eu la chance d'avoir la conservation de ces grains d'amidon, et ça allait sur l'étude au microscope électronique, il est très facile de déterminer, quand c'est bien conservé, la nature des grains, de l'espèce qui donc a donné ces grains. Et en l'occurrence, on a pu montrer que c'était bien effectivement des glands. Donc, on a une préparation là, donc, assez tardive, donc à l'âge du fer, de sorte de pain, de glands ou peut-être des glands bouillis dans le four. Suivante. Cette fois, nous allons aller, la photo un petit peu déformée, sans passage d'ordinateur sans doute. Donc, nous allons aller en Sardaigne, sur un ourag, c'est ces grands bâtiments de l'âge du bronze, du début de l'âge du fer, qui sont en pierre, qui rappellent un petit peu, si vous voulez, des châteaux forts, mais qui n'ont pas vraiment l'aspect vraiment défensif bien net, bien marqué, enfin qui sont donc des sortes d'habitats.
avec des villages tout autour. Enfin, je ne vais pas détailler ce que sont les nourags. Suivante, vous voyez une proposition de restitution qui peuvent être de monuments donc érigés à l'âge du bronze, qui peuvent être assez considérables, avec toute une série de tours. Et la tour centrale est estimée entre 27 et 30 mètres de haut, donc pour l'âge du bronze sarde. Enfin, la Sardaigne développe une civilisation à l'âge du bronze tout à fait remarquable. Suivante, et on a travaillé dans une de ces tours que vous avez vues, et il y avait des amas de glands, comme vous voyez sur la photo, et qui sont très bien conservés. Donc là, on est à partir du bronze moyen, vers 1300 avant notre ère, et on a une consommation, mais vraiment importante de glands, et on avait tout un silo maçonné dans les mêmes éléments que vous aviez vu tout à l'heure en pierre, et on s'est posé la question de savoir si éventuellement on n'avait pas un silo à glands qui était retrouvé. Et là, malheureusement, on n'a pas pu le mettre en évidence, mais en tout cas, suivante, on a montré que dans cette tour, il y avait une sorte de cuisine, il y avait l'ensemble de la chaîne opératoire qui était retrouvée, il y avait donc non seulement les glands qui ont été retrouvés en quantité, mais vous aviez les meules qui ont servi à les écraser. Cette fois, ils étaient écrasés sur des meules, pas simplement sur des cuvettes de pierre comme je vous ai montré. Et il y a ces meules, ces cuvettes de pierre qui sont en partie les cuvettes de pierre et les meules qui sont représentées sur les flèches rouges. Vous avez les flèches vertes qui vous redonnent les glands qui, comme vous voyez, sont juste à retrouver à côté des espèces de cuvettes, enfin c'est des mortiers plutôt, et puis vous voyez sur la tour circulaire, vous avez l'entrée, le couloir d'accès qui est tout grisâtre, l'intérieur étant plutôt sombre, marronasse. Et bien tout ce qui est grisâtre à l'entrée, c'était des restes de glands. Donc, vous voyez la quantité qu'il pouvait y avoir. Donc, elle est non seulement en surface, mais en épaisseur. Et le reste de la tour est utilisé comme cuisine. On a des fours, on a 2 types de fours. Et donc, il y avait peut-être différents types de préparations qui étaient réalisées dans cet ensemble. Malheureusement, on n'a pas pu montrer la liaison directe parce qu'on n'a pas retrouvé de restes de pain, de caramel alimentaire qui permettent de savoir comment les glands étaient consommés. En tout cas, c'est un témoignage d'une consommation très importante à cette époque-là des glands. Suivante, et la Sardaigne est assez bien documentée sur ces aspects-là. Je vous présente ici donc les 2 types de meules retrouvées, avec même un petit mortier de la surface plate à côté de la mire photo que vous avez. Et suivante, il faut savoir que les pains de glands étaient largement consommés en Sardaigne jusque dans les années 70, dans certaines régions, et ils étaient préparés avec de l'eau, des glands, de l'argile rouge et un peu de cendre. Là, vous voyez une dame qui est en train de travailler avec sa cocotte, c'est d'ailleurs cette grande coupe qui est en fait réalisée en écorce de chêne-liège, ce qui permet de conserver la chaleur et qui permet de transporter facilement ces ensembles, parce que le chêne-liège, c'est pas très lourd, et en plus, donc, c'est assez facile à récolter, puisqu'ils avaient une abondance de chêne vert dans cette zone-là. Et là, en train d'écaler ces glands, vous voyez sur une pierre, malheureusement, la photo n'a pas été cadrée exactement comme on l'aurait espéré. Donc, elle est en train d'écaler ses glands qu'elle met. Donc, les glands à préparer sont dans la coupelle que vous avez sur sa gauche, donc qui est sur notre droite à nous. Et donc, elle met les glands écalés dans sa coupelle en chêne-liège suivante. Et elle réalise donc toute une série de préparations, notamment des pains de glands. Donc, c'est cette région de la Sardaigne centrale où on emploie à la fois des glands de chêne roux et de chêne blanc plutôt, et de chêne liège. Les glands sont bien cuits, en changeant les eaux de cuisson, donc je l'ai expliqué éventuellement pour éliminer les tanins, donc environ pendant 8 heures, ce qui est assez long, une préparation, mais qui donne une pâte plutôt, du fait que de cuire aussi longtemps. Et on ajoute de l'eau, donc évidemment, parce qu'il y a une évaporation, et de l'argile rouge qui amène, en fait, un aspect médicamenteux, si on peut dire. Elle est curative, et elle permet aussi de lier cette pâte. Elle est très fine, elle est diluée, donc elle est onctueuse, et elle provient de la décomposition de schiste talqueux, mais elle assure à la fois un aspect
médicale, parce qu'elle permet de soulager l'intestin pour la consommation de ces glands, et elle permet donc de lier davantage la préparation réalisée dans cette région de Sardaigne que vous avez en grisé sur la diapositive suivante. Et on obtient ces espèces de masses. C'est assez noirâtre, donc vous voyez, ce sont des pains en forme de gâteau qui sont plats sur une face, hein, donc ils sont une espèce de demi-dôme, et qui sont absolument savoureux. J'en ai mangé, je peux vous le garantir. Donc on les saupoudre un peu de cendre afin qu'ils ne collent pas à la table, et on les additionne, on les humecte de lard fondu avant consommation, ce qui n'est pas désagréable en fait. En plus, ça amène des protéines supplémentaires, donc on a une consommation assez intéressante. Suivante. Voilà ces chênes, donc les chênes lièges qui sont en abondance dans cette région. Et vous voyez comment, de façon classique, on peut les écorcer pour récupérer le liège. Suivante. Et donc, on a aussi ces chênes qu'on appelle les chênes ballottes, des chênes verts qui, naturellement, donnent des glands qui sont pauvres en tanins, donc qui peuvent être directement consommés tels quels. On n'a pas besoin de les traiter, on peut les réduire en farine et les manger directement. Ce sont ceux qui sont vendus en Kabylie, comme j'évoquais tout à l'heure, et qui sont peut-être aussi largement utilisés dans le midi de la France, mais si on les a pas, on n'a pas ce chêne ballotte qui existe actuellement, mais donc on a dans le sud de la France beaucoup le chêne vert était largement présent, et c'est certainement au néolithique, donc ce chêne dont les glands ont été consommés. Suivante. Voilà, on a retrouvé dans une autre tour de ce nourag, de ce bâtiment de l'âge du bronze en Sardaigne, des restes, vous voyez, assez petits, tout petits, hein, qui font à peine 1 centimètre de longueur, qui ont été associés avec une sole de cuisson. C'est la diapo que vous avez sur la droite, qui est un peu rosâtre. Je suis désolé, ça se voit pas très bien. Et donc, ce sont des restes de préparation alimentaire de type pain. On voit l'alvéolage assez classique, il y a de la fermentation du pain. Malheureusement, on n'a pas pu déterminer la nature parce qu'on n'a pas retrouvé de restes qui soient identifiables à l'intérieur, même en microscopie électronique au balayage. Donc, on ne sait pas si ces restes sont vraiment des restes de pain, de gland ou pas, mais comme on a une abondance dans d'autres parties du gisement, c'est possible. Suivante. Et on a des représentations, là, un petit peu plus tardives, 9e siècle avant notre ère, de personnages qui sont des offrands, qui portent des pains classiques, qui rappellent un pain vraiment classique de l'époque romaine qu'on appelle le panis quadratus, qui est un pain divisé en quartiers. Donc, vous voyez sur la représentation, on voit des stries sur le pain. Donc, pain rond avec une dépression centrale, un omphalos, un nombril assez classique, réalisé aussi avec la main. Et il est possible que les petits fragments que je vous ai montrés correspondent à ce pain. Malheureusement, on n'a pas pu déterminer, évidemment, sur les statuettes, la nature des pains, et encore moins, malheureusement, sur les échantillons archéologiques. Suivante. Alors, Luc Jalot l'avait évoqué tout à l'heure. J'ai travaillé sur un site qui a livré beaucoup de glands. Nous sommes dans l'Hérault, à Boussargues, site du néolithique final, du néolithique final maintenant, qui date de vers 2500 avant notre ère. Donc, construction classique de l'époque, de cette culture de Fontbouise, avec une architecture de pierre suivante. Et donc, voilà à quoi correspond un peu une forme de reconstitution de ce site. C'est une maquette qui donne l'idée de ces capitelles qui servent notamment à garder les troupeaux de moutons la nuit, de ces habitats de pierre avec ces toits en chaume. Suivante, lauze et chaume. Suivante. Alors voilà le plan de cette installation avec des cabanes, et dans une de ces cabanes, on a retrouvé des concentrations très importantes de glands suivantes qui montrent qu'il y avait la récolte suivante. Donc, vous avez les concentrations qui sont marquées en grisé, donc ces glands carbonisés dans la cabane, et qu'il y avait une conservation en très grande quantité de ces glands, et donc, effectivement, comme j'ai indiqué sur la Sardaigne, la consommation de ces glands, et qui est un témoignage direct de la consommation humaine de ces glands dans cette période-là. Suivante. Et donc, j'ai expliqué, ces dents sont sans doute de chêne vert, parce que le chêne vert étant abondant à l'époque, et que certains chênes verts sont moins toxiques que d'autres au niveau de
du taux de tanin, donc de la toxicité. Alors, on a différentes façons d'avoir la conservation de ces glands, soit sous forme de poterie, soit sous forme de sacs qui peuvent être pendus au plafond et qui évitent donc sacs en matériaux périssables, en tissu, cuir, qui malheureusement n'ont pas été retrouvés, mais qui évitent aux rongeurs de venir manger les glands à l'intérieur, parce qu'il y a toujours ce problème de consommation des glands, de conservation à cause des détériorations, à cause des rongeurs. Alors, il se trouve aussi qu'il y a le balanin, qui est un petit insecte qui mange les glands, et on a travaillé sur cet aspect-là, savoir si les glands étaient infestés de ces insectes. En fait, le taux d'infestation est très faible, donc il y avait des méthodes pour se protéger de l'infestation de ces insectes, puisqu'on n'a pas retrouvé de témoignages de la présence de ces insectes. Suivante. Voilà, les maisons telles qu'on peut les reconstituer. Vous pouvez aller voir différents sites donc dans la région de Montpellier. Ici, c'est Cambouze, donc suivante, vous pouvez les retrouver. Voilà l'intérieur tel qu'on peut les reconstituer à l'intérieur de ces maisons, avec ces grands vases qui sont donc disposés dans les endroits bien précis de la maison, donc qui correspondent aux zones de stockage. Il y a des aires de circulation pour le déplacement à l'intérieur. Il y a des banquettes pour se reposer, pour dormir, pour faire différentes activités quotidiennes, la cuisine et autres. Suivantes. Voilà un détail de ces différents types de vases qui ont été retrouvés donc sur le site de Boussard. Vous voyez très bien que bien souvent, c'est des grands vases qui sont plutôt liés au stockage. On a quelques éléments qui sont de préparation alimentaire ou de consommation alimentaire, des vases plus petits. Vous avez des vases à boire éventuellement. Suivante. Et puis, on a des témoignages de conservation. Cette fois, nous sommes dans le nord. Nous sommes même en Belgique et nous sommes aussi à l'âge du bronze, vers 1200 avant notre ère. C'est un silo entier dans lequel on a retrouvé donc plutôt des glands, mais ils étaient en association avec des céréales, orge, millet, et une espèce de blé, l'amidonnier, et de l'avoine. Mais donc on a le témoignage de la conservation des glands en silo enterré, ce qui est assez rare, mais qu'il faut mentionner quand même. Suivante. Et puis, donc, il y a des fouilles récentes, aussi en Corse, donc, qui a été réalisée par quelqu'un d'ailleurs du laboratoire de Montpellier, Pecekiliki, Kevin Pecekiliki. Donc, il a mis en évidence différentes choses très intéressantes sur un site de l'âge du bronze en Corse, bronze moyen et bronze final. Il a retrouvé notamment des bouchons de silos pour fermer le haut, pour rendre étanche le silo à la pénétration de l'eau, avec des empreintes de feuilles et puis même des empreintes de glands, donc qui montrent qu'il y avait possible éventuellement la présence de glands dans ces silos, même si on ne les a pas retrouvés. En tout cas, c'est un témoignage indirect de l'utilisation des glands. Suivante. Et puis, il a pu mettre en évidence, donc, sur cette maison aussi, donc, cette fois vers 900 avant notre ère, un petit peu comme à Boussard, d'amas de glands, et la présence d'une cave qui peut être un élément qui permettait la conservation de ces glands. Suivante. Et il a retrouvé différents vases très particuliers avec des perforations, comme vous voyez, c'est des sortes de poils, comme on a les poils pour griller les châtaignes, sauf que là, cette fois, elles sont perforées plutôt sur les côtés. Suivante. Et on a aussi d'autres éléments, mais qui rappellent tout à fait les grillats à châtaigne qui existent, qui soit sont sous forme de poils en acier, soit sous forme de céramique à pâte amiantée qui proviennent de Corse aussi, et puis différents aspects retrouvés sur d'autres sites de ces fonds de poils. Et donc, on pense qu'éventuellement, ces poils servaient à griller les glands comme on grillait les châtaignes. Donc, avec une autre forme de préparation, celle que je vous ai indiquée jusqu'à présent, donc la consommation, un peu comme le châtaigne, des glands, donc il faut griller, donc qui élimine le tanin également par la chaleur. Suivante. On a différents aspects de four qui ont été retrouvés. Celui-là était plutôt associé
Il provient de Roquepertus dans les Bouches-du-Rhône. C'est un four mobile à différents éléments, mais qui est similaire à ce que je vous ai montré. Mais suivante, on a pu montrer qu'en fait, celui-là servait plutôt à la préparation de la bière, malte de bière, parce qu'on a retrouvé quantité de grains d'orge grillés et qui étaient associés à ce vase. Donc, on a pensé que ça pouvait merter effectivement parce que vous voyez, il y a 97% de grains d'orge. Donc, là, griller des grains d'orge et de faire une préparation pour la bière, de bière d'orge, en l'occurrence suivante, donc à l'âge du fer, 5e siècle avant notre ère. Donc, sur les sites de Corse, on a aussi tous ces vases particuliers, ces vases perforés qui rappellent tout à fait les grilloirs éventuels de l'ethnologie en Corse. Suivante. Et puis, donc, on a effectivement la possibilité d'avoir non seulement la consommation humaine, mais évidemment la consommation animale, et notamment la glandée, ou panage, donc, qui était notamment représentée par une représentation du XIVe siècle ici, où les gens, au moment de l'automne, au moment de la fructification des glands, lancent des bâtons dans les chênes pour faire tomber les glands, et ils amènent leur porc qui se délecte, qui raffole de ces glands, qui vont les manger avec délectation, comme je disais. Donc, ça dépend des années. Il y a des années où les glandées sont plus importantes, donc c'est pas régulier, ça dépend effectivement des différents critères, climat et autres. Dans le nord-est, on a une grande glandée tous les 10 à 15 ans, et en Bourgogne, en fait, c'est une glandée tous les 5 à 10 ans. Suivante. Et puis, il ne faut pas négliger qu'éventuellement, on a pu cultiver les chênes, comme vous avez ici les montados et les de l'Espagne, du sud et du Portugal, où on cultive des chênes, et des chênes verts notamment, et des chênes lièges qui sont utilisés notamment suivante pour produire de la charcuterie, notamment les pâtes à negra, les pâtes noires, donc negra, donc de l'Espagne, cette race de porc tout à fait particulière. Et vous voyez en bas quelqu'un qui est en train un paysan, donc un agriculteur qui est en train d'agiter le chêne et faire tomber les glands, et les porcs qui se précipitent autour pour manger. Et puis c'est les zones aussi où on élève les taureaux de combat pour le sud de l'Espagne. Suivante. Et j'ai proposé l'hypothèse suivante, c'est qu'on a une substitution, on passe du gland à la châtaigne. Et donc j'estime qu'on a très peu de restes de châtaigne. En plus, l'arbre, comme vous allez voir, apparaît surtout à l'époque romaine et se développe par la suite. Et on a un passage entre le gland, qui était largement cultivé, peut-être cultivé, mais largement consommé dans les périodes anciennes, et à la châtaigne, à des endroits, du moins dans les endroits où le châtaignier peut pousser, donc au milieu plutôt acide, et parce que le châtaignier a besoin d'une certaine acidité dans le sol pour croître. Et donc cette substitution, ce passage se fait en 2 temps. D'abord, on voit la raréfaction, puis peut-être l'abandon de la consommation des glands à partir de l'époque gauloise, donc vers 500 avant notre ère. Donc on a la disparition, on n'utilise pas, on utilise moins les glands, les céréales, les autres éléments, les légumineuses et autres, l'agriculture peut-être pourvoit largement à l'alimentation, et on a moins besoin d'avoir recours à la cueillette, et peut-être qu'il y a aussi des phénomènes de mode qui changent. Suivante. Et à partir de l'époque romaine, donc surtout aux époques médiévales et modernes, le châtaignier est implanté, donc, comme je disais, dans certaines régions. Il s'impose petit à petit comme l'arbre à pain par excellence. Et pour moi, dans les périodes anciennes, l'arbre à pain, ce n'est pas le châtaignier, c'est le chêne. Et les chênes, parce qu'il y a différentes espèces, qui ont été largement utilisées. Suivante. Et cette représentation de diagrammes palynologiques qui proviennent de Suisse, mais qui est une synthèse de ce qui peut exister dans les deux différentes régions, où on voit, c'est marqué en bas, donc la courbe des pollens de châtaignier, c'est l'aspect marron, je montre indiqué sur une flèche qui part du haut, donc la flèche rouge, qui indique donc la courbe du châtaignier en marron, et on voit que c'est surtout à partir de l'époque romaine que le châtaignier
apparaît dans nos régions et se développe surtout, donc non seulement à l'époque romaine, mais essentiellement à partir du Moyen-Âge, et il devient assez prépondérant, notamment dans cette zone-là. Suivante. Pour finir, puis je vous donne quelques conseils de recettes parce qu'on peut consommer les glands, hein, donc il n'y a pas de problème. Donc le tanin est amer, comme je disais, est hydrosoluble, et donc on peut quand même réaliser, vous pouvez acheter éventuellement dans des boutiques bio des préparations donc de pain de gland. Vous avez ici en bas des petites photos de réalisation de pain de gland actuellement, et suivante, je vous assure que c'est assez agréable à manger, notamment suivante. J'en ai mangé avec du pâté, et donc ça, c'est assez agréable. C'est un goût différent, donc ça change un petit peu du pain. La consommation de bière de gland peut se faire. Vous pouvez acheter aussi de la bière de gland, hein, donc, notamment produite en Espagne. Et puis, si ça vous intéresse, vous verrez quand la communication sera en ligne, si vous voulez vous refaire vous-même une bière de gland, je vous ai mis une recette, donc comment préparer une bière de gland, parce qu'il ne faut pas non plus négliger cet aspect-là, la préparation de boissons, notamment de boissons alcooliques, avec toutes ces plantes riches en amidon qui permettent d'avoir des boissons alcooliques type bière. Suivante. Et donc voilà les pains de gland avec du pâté que j'ai préparé. Donc pour conclure, 2 recettes à ramener à la maison si ça vous intéresse. Donc, du pâté de gland, hein, et puis une tarte au gland. Voilà, j'ai pris une présentation. Je ne sais pas si j'étais très long, parce que je ne sais pas comme il y a eu des décalages, mais j'essaie de vous présenter un aspect qui montre que le gland était assez important dans les civilisations passées, et il est tombé dans l'oubli, mais donc il revient petit à petit dans nos données sur notamment l'archéologie, au moins du néolithique jusqu'à l'âge du fer. Merci de votre attention.